Bonjour les amis, alors nouvelle vidéo et vidéo rapide justement parce que je ne sais pas si vous avez vu passer 10 juin, 11 juin, tout ça, il y a beaucoup de news là qui sortent sur les meublés touristiques, qui a un projet de loi anti-Airbnb, c'est quand même vraiment violent, qui est passé au Sénat là. Et quelles sont vraiment les conséquences, etc. En fait, ça fait déjà des mois qu'on entend parler de ça. En novembre-décembre, déjà, ça criait énormément au loup. En mai, là, ça a recrié au loup. Je fais que de recevoir des messages pour me dire, oh là, mais t'as vu Loïc, Airbnb et tout. Et en fait, ça, c'est un truc que depuis 2014 que je suis sur Airbnb, que je vois, je vais pas dire tous les ans, mais tous les 2-3 ans, il y a un truc comme ça qui tape fort, entre guillemets, etc. Donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il en est vraiment, parce qu'en fait, c'est exactement le même schéma qui se passe à chaque fois, qui s'est passé en 2014, en 2016, en 2018, etc., etc. C'est à chaque fois le même schéma qui se passe et la même fin qui arrive, et c'est exactement la même fin qui est en train d'arriver. Donc, du coup, il n'y a pas à crier au loup comme des fous, et surtout, toi, tu dois faire très attention au bruit en fait qui t'entoure. Donc, aujourd'hui, que tu sois loueur en Airbnb, que tu aies envie de devenir loueur en Airbnb, que tu sois conciergerie, bref, que tu sois de près ou de loin intéressé par Airbnb, ou même que tu fasses de la location meublée, ça te concerne. Et justement, tu vas voir comment aussi tu vas pouvoir prendre, tirer ton épingle du jeu de tout ça. Et tu vas voir que les gens intelligents ne seront même pas touchés par tout ça. Mais voilà, je vais t'expliquer ça en détail dans la vidéo. Je pense que ça va t'intéresser. Juste petit retour rapide, très important. Novembre-décembre, qu'est-ce qui s'est passé? Ça criait au loup, c'était oh là là, c'est une horreur, ils veulent passer des lois horribles. Il faut bien comprendre que tu as des projets de loi qui sont présentés tous les jours à l'Assemblée et qu'il y a toujours des députés qui sont contre, des députés qui sont pour, des députés qui sont extrémistes dans un sens, et vis-à-vis d'Airbnb, il y a des gens qui sont ultra extrémistes. Je vais t'expliquer après un peu plus pourquoi il y a des gens aussi qui sont extrémistes de cette manière-là, mais il faut comprendre en fait que un projet de loi qui est présenté, en fait, ça donne des trucs comme ça, des trucs super violents, en fait, en mode vraiment, on crie au loup parce que, forcément, tu vois, là, c'est par exemple Se Loger. Se Loger, leur article, il va être très lu, il va être très partagé si c'est très violent, parce que c'est ça, en fait. Si tu regardes BFM TV, si tu regardes ce que tu veux, c'est toujours la même chose. Il faut crier au loup fort, et quand on crie au loup fort, tout le monde nous regarde. Et du coup, c'est l'escalade entre tous, en fait. Il y en a toujours un pour crier plus fort que l'autre, et ça te donne des trucs où le grand public a l'impression que c'est la fin du monde, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, surtout qu'en plus, en novembre-décembre, alors je t'ai refait un petit truc, novembre-décembre, donc ça criait au loup très très fort, mais il n'y avait rien de voté du tout. Janvier-février, là, ça a été la crise. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un texte de voté par erreur. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont réduit toutes les niches fiscales par erreur, et c'était vraiment un vote par erreur. Et ils se sont dit, bon, on va voir ce que ça donne, on va essayer d'étudier. Mais en gros, les impôts, je sais plus, je crois que c'était fin février, si je dis pas de bêtises, ils ont dit, en fait, finalement, comme ça a été voté par erreur, on change rien. Donc, une nouvelle fois, tout le monde avait pris peur, tout le monde était complètement en stress. Et ça, le gouvernement, c'est un peu bête pour moi de faire ça comme ça, parce qu'en fait, ça crée des schémas d'incertitude. Et quand les gens sont en incertitude, en fait, ils ont peur. Et ce qui est humain. Moi, perso, je réagis différemment. Je me dis toujours, tant que c'est pas passé, c'est pas passé. Et je t'invite vraiment à penser comme ça toujours. Te dire, tant que c'est pas passé, c'est pas passé. Et c'est vrai, ça nous montre encore une fois, et je vois ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a plusieurs sujets comme le Airbnb auxquels je m'intéresse, parce que forcément, c'est des nouveaux marchés, c'est des marchés dans lesquels on prend beaucoup d'argent, c'est des marchés dans lesquels des gens comme toi, comme moi, etc., on peut prendre de l'argent sans avoir besoin de mettre des dizaines de millions sur la table, et parce que Airbnb, il faut se le dire, hein, c'est le retour du pouvoir au peuple. Il faut se le dire, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, il fallait que tu aies des centaines et des centaines et des centaines de milliers d'euros, voire des millions et des millions d'euros pour pouvoir faire de l'hôtellerie. Et quand Airbnb est arrivé, ils ont redonné le pouvoir au peuple. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait un simple petit appartement au fin fond même de la Corrèze, il pouvait vendre à un Américain tout en ayant une pleine confiance que cette personne le paiera, et que cette personne qui vient des États-Unis, par exemple, dans son petit appartement de la Corrèze, lui aura un appartement en face, parce qu'il y a ce tiers de confiance. Donc en fait, c'est vraiment pour moi un retour de pouvoir au peuple, de pouvoir gérer en fait les choses par soi-même. Mais ça, ça plaît pas toujours. Et il y a plein de raisons, hein, on va en parler après. Il y a des gens peut-être aussi dans les commentaires qui me disent, ouais mais Loïc, tu penses pas au nombre de logements, etc. Je vous en parle après avec plaisir. Mais en tout cas, janvier-février, c'était la crise parce que ce texte avait été voté par erreur, et les impôts, ils ont dit non, mais on verra en 2025, on les laissera revoter, mais nous, on change rien cette année, les gars. Si vous voulez déclarer à l'ancienne, déclarez à l'ancienne. Donc en fait, déjà 2024, ça n'a rien changé. Quand on a déposé nos impôts, ça changeait rien. Résultat, les gens avaient un peu peur pour 2025. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va y aller? Et qu'est-ce qui va se passer? Et forcément, le texte, il a été repris.
Et là, c'est reparti. Ça a crié au loup dans tous les sens là, en avril, en mai. Tout le monde était là en mode « Oh là là, mais ça y est, c'est la fin du Airbnb. » Les titres vraiment violents, c'était carrément anti-Airbnb, tu vois. Quand on voit anti-Airbnb comme ça, c'est juste n'importe quoi en fait. C'est vraiment violent de voir un truc, ce que prévoit le projet de loi anti-Airbnb. C'est vraiment violent de titrer des choses comme ça. Et résultat, eh bien, il n'y avait rien de voté. Donc, à nouveau, un coup de panique pour rien. C'est-à-dire qu'en fait, à nouveau, les gens se disaient, ouh là là, c'est horrible, mais c'était un coup de panique pour rien, il faut bien se le dire. Alors concrètement, là, il y a des choses qui ont été votées, d'accord? On est en juin, il y a des choses qui ont été votées. Alors qu'est-ce que ça va vraiment changer? Alors si on lit le gros titre là, on a l'impression que c'est l'horreur, hein, d'accord? Réduction de la niche fiscale, durcissement de la réglementation. Ah, tac, excuse-moi. Durcissement de la réglementation, exigence de décence énergétique. Enfin, voilà. Si tu lis ça, que le début, tu te dis, oulala, Airbnb, c'est l'horreur. En vrai, on va regarder. Et pourquoi les gens intelligents sont en réalité pas du tout touchés par ça. Et qu'en plus, les gens qui ont bien fait les choses en fait en amont, et qu'en plus, c'est pas si horrible que ça. Donc en fait, ce qu'ils nous disent, crise du logement, le bouleversement du marché locatif. En vrai, moi je te le dis, pour moi, oui, Airbnb dans certaines grandes villes, c'est déjà en train de bouleverser le logement. Et quand on est en zone tendue, ça peut être un peu galère. Mais en vrai, les mairies, elles ont déjà pris des restrictions en fait. Quand tu vois à Paris, ça fait déjà des années qu'il y a les lois de compensation ou qu'on limite dans certaines villes de France le nombre d'Airbnb par personne. Bref, c'est pour ça d'ailleurs que souvent je te parle de conciergerie et tout parce que en fait ça évite de rentrer dans ces cadres-là. Ça permet finalement quand tu es en conciergerie, si tu prends 20 appartements même dans une ville régulée, en fait tes appartements tu les as et les gens pour qui tu loues, ils ont les autorisations en fait tout simplement, ils ont fait ce qu'il faut. Donc une situation imputable à de multiples facteurs, machin. En vrai, moi je vous le dis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le gouvernement, il construit pas assez de logements, il l'accorde pas assez, c'est la crise au niveau du neuf, d'accord? Et au final, le truc le plus simple, c'est de dire, oh là là, mais on va taper sur Airbnb. Bref, c'est leur choix, ça moi je m'en fiche. En tant qu'investisseur, on doit juste se dire qu'est-ce qui est en train de se passer, que le gouvernement fasse un choix dans un sens ou dans un autre, c'est son problème, nous on doit juste jouer avec les règles du jeu, tu vois, c'est pour moi, la vie c'est comme un gigantesque Monopoly, d'accord? Et c'est toujours de se dire, ok, il y a des lois, il y a des règles, les règles du jeu elles changent, mais il faut pas oublier qu'on est dans un jeu les amis, et du coup à partir de là, toutes les convictions politiques, ce qu'on veut, pour moi je mets ça complètement de côté, je dis juste, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Alors d'abord, il y a un coup de rabot sur la niche fiscale. Et c'est très simple, et on raborde sévèrement les avantages fiscaux. En vrai, au départ, c'est vrai que c'était violent, parce qu'au départ, les Airbnb, on avait le droit, dans certaines conditions, jusqu'à 71% d'abattement. Ça veut dire que tu encaissais 10 000, donc c'était une putain de niche fiscale, on peut dire. Tu encaissais 10 000, et en fait, ta base taxable, donc c'est pas le nombre d'impôts, mais ta base taxable, ta base sur laquelle on allait te faire payer des impôts, elle était d'office de 2 900 si tu avais fait certaines choses, dont si tu avais fait classer ton meublé de tourisme, d'accord? Donc déjà, il y avait très peu de gens qui connaissaient ça, qui l'utilisaient. Nous, on était parmi les premiers à parler de ça il y a déjà des années. Et il y avait même eu un cadeau énorme au début où Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est qu'ils avaient même monté en fait le seuil qui était en gros dans les 70 000 euros, d'accord, à 188 000 euros, ce qui était juste gigantesque, d'accord? Donc là, résultat, il y a une réduction, d'accord? Donc on revient à 77. Et au lieu de 71% d'abattement, on revient à 50 pour ceux qui sont classés, d'accord? Franchement, c'est pas gigantesque et on revient en fait quelque part à ce qui existait en fait auparavant, d'accord? Pour les meublés non classés, le taux d'allègement, alors là, ça veut dire attention, c'est aussi les gens qui font du meublé. Si tu fais du meublé aujourd'hui, tu es dans le même cas, d'accord? Au lieu d'avoir 50% d'abattement, c'est-à-dire qu'en fait, tu encaissais 10 000, tu avais 5 000 simplement sur ta base taxable, aujourd'hui, on revient à 30%. Et 30%, c'est quoi? C'est simplement les concurrents, entre guillemets, enfin la niche fiscale concurrente qui est le fait de louer en nu, qui était déjà à 30%. 30% avec 15 000 euros au maxi par an. Et là, en fait, on revient à 50%, à 30%, excuse-moi, comme l'autre, comme ce que tu pourrais avoir si tu louais en nu et tout ça, d'accord? Mais avec une limite à 23 000 euros au lieu de 77 qu'il y avait. Donc, c'est toujours mieux de faire du meublé que de louer en nu, d'accord, que de louer en nu à l'année, parce que ton seuil, il est quand même beaucoup plus élevé, d'accord. Mais ça, en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout, d'accord. Pourquoi on s'en fout? Alors, il y a des gens qui vont dire, ah oui, mais bon, moi, je l'utilise et tout. Et moi, je te dis, tu n'utilises pas la bonne chose. Il y a une niche fiscale qui est juste trop bien, qui est le fait de pouvoir être au réel. Alors, le réel, ce que ça donne, c'est que ça fait utiliser un mot un petit peu barbare pour certains, qui est le mot comptable. Mais en vrai, c'est pas de la vraie compta. Quand on est en LMNP, quand on est en loueur meublé non professionnel et qu'on est en réel, en fait,
au niveau de la comptabilité, c'est un truc méga simple. Méga simple. Par exemple, si tu prends jedéclare-meublé.com, pour 289 € par an, tu peux faire cette compta de manière ultra simple. Et en fait, pour moins de 30 balles par mois, en gros, tu payes pas d'impôt ou quasi pas d'impôt. D'accord? Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Si vous avez envie que je fasse une vidéo vraiment dédiée à la fiscalité meublée, de comment est-ce qu'on fait pour vraiment pas payer d'impôt du tout, voire en payer très peu quand on est en Airbnb, quand on est en meublé, dites-moi. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, mais je pourrais faire des mises à jour avec grand plaisir. Mais il faut bien se dire que ce truc-là, ça, c'est pour Madame Michu, d'accord? C'est les gens qui utilisent ce type de niche. C'est pas des gens qui sont en mode investisseur, qui se sont vraiment bien renseignés, d'accord? C'est pour Monsieur et Madame tout le monde. En réalité, dès l'instant où les gens sont renseignés, tous ils se disent mais je fais surtout pas ce truc-là. Mais même avec un taux à 71%, il y avait beaucoup mieux à faire en fait déjà auparavant. Et ça, ils y touchent pas. Ils avaient parlé d'y toucher. Et ça a été abandonné. Pourquoi? Parce que nos députés, moi je vous le dis, j'en suis sûr et certain, il y a un gros volume de députés aujourd'hui qui font du meublé, il y a un gros volume de députés qui font du Airbnb, et les niches fiscales les plus intéressantes, on n'y touche pas. Par contre, pour le grand public, pour les médias, pour tout ça, en fait on a ça. On peut montrer, on peut dire, ah regardez, on a fait des trucs pour limiter Airbnb. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc, ok? Ensuite, là, attention, ils sortent des outils de régulation à l'échelle territoriale, d'accord? Alors là, c'est parti, on y va. C'est généraliser et rendre obligatoire pour les propriétaires de meublés la déclaration de leurs biens assortie d'un numéro d'enregistrement unique. Alors, les amis, au final, ok, dans toutes les villes, on n'avait pas le numéro d'enregistrement, mais au final, quand on faisait les choses bien, on avait tous rempli au moins le 14004, le CERFA 14004, et on était enregistré à la mairie. Donc là, la seule chose, c'est qu'en plus du CERFA 14004, on va nous donner un numéro d'identification pour que plus facilement, sur les sites, on voit les fraudeurs. Et en vrai, nous qui faisons les choses bien, en fait, en réalité, on veut surtout pas être fraudeurs. Nous, au contraire, si les fraudeurs ils se font taper et qu'ils se font sortir d'Airbnb, on est content. Ça fait plus d'appartements, plus de locataires qui vont venir dans nos propres appartements. Donc en fait, ça, c'est génial. Et moi, je peux dire que bravo, en fait, tout simplement. Et en plus, vous avez vu, ils vont mettre en place un téléservice national. Donc, en fait, ça va rendre encore plus simple le fait de se déclarer. C'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir besoin d'appeler à chaque mairie. Allô, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le 14004? Est-ce que c'est un autre? Ils vont simplifier le truc. Il y aura juste un truc en ligne. On va arriver, on va cliquer, on va s'enregistrer. Ce sera fait. Donc, franchement, génial. Et même au contraire, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait avant. Et donc, ça, ce sera le 1er janvier 2026. Donc, en plus, on reste dans le Far West jusqu'au 1er janvier 2026. Donc, ça, moi, je dirais, premier point, franchement, top. Prononcer une amende administrative de 10 000 € en cas de défaut d'enregistrement et de 20 000 € de toute fausse déclaration d'utilisation d'un faux numéro. Génial. Encore une fois, on tape sur les fraudeurs. Nous, on n'est pas là pour frauder. On est là pour faire les choses, en fait, comme il faut, gagner notre vie comme il faut. Et moins il y a de fraudeurs, plus il y a d'argent pour nous dans nos poches. D'accord? Étendre le périmètre donc des communes aptes à mettre en place le régime d'autorisation au changement d'usage pour tous les locaux qui ne sont pas à usage d'habitation sans avoir recours à l'autorisation préfectorale. Franchement, ça change rien, les amis. C'est-à-dire qu'en fait, si une mairie elle voulait le faire, aujourd'hui, elle avait juste à appeler le préfet. Elle disait bon, est-ce que je peux le faire? Le préfet disait oui, ok, et boum, c'était fait, en fait, tout simplement. Et l'autorisation de changement d'usage, il faut bien comprendre que c'est un truc qui va rester ultra limité parce qu'il y a plein de mairies qui sont méga contentes qu'il y ait des Airbnb chez elles, d'accord? Et c'est ce que je vois depuis des années et des années. En fait, c'est qu'il faut bien comprendre, quand tu es dans le sud de la France, dans une ville, quand tu es partout où c'est touristique, quand tu es dans des villes qui ont déjà du mal à attirer du monde dans ces villes, mais en fait, ils veulent surtout pas réguler le Airbnb. Là où certains maires ont un problème, c'est quand tu as des maires un petit peu extrême gauche, machin, qui veulent limiter, et surtout quand tu as des maires en fait qui se disent putain, il n'y a plus assez de logements pour les gens de ma commune. Et c'est vrai qu'on va pas se cacher, il y a des villes, c'est devenu du n'importe quoi le volume de Airbnb. On le sait en fait, il y a des villes comme ça, c'est devenu n'importe quoi. Et en réalité, le fait que ça se régule, c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'en fait, certains vont prendre les numéros d'enregistrement. En plus, souvent on a changement d'usage, on confond tout, tu vois, c'est-à-dire qu'on dit oulala, changement d'usage, on pense compensation comme à Paris, mais changement d'usage ne veut pas dire compensation, d'accord? Si vous voulez que je fasse un truc vraiment sur les règles, je pourrais vous le faire, vous me mettez dans les commentaires, mais en gros le changement d'usage, c'est simplement des documents en mairie à remplir et tu changes d'usage l'appart et boum, tu peux le louer sur Airbnb. La compensation, c'est bien plus compliqué et ça, c'est Paris et quelques très très grandes villes, mais sinon pour les autres, il n'y a pas de souci. Et aujourd'hui, il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de villes de 50 000, 80 000 habitants dans lesquelles il y a zéro régulation, dans lesquelles je suis sûr et certain qu'il y ait ça ou il n'y ait pas ça, de toute façon, ils feront rien parce qu'ils veulent absolument ramener. Et tant mieux, même si le nombre d'Airbnb se limite un peu, c'est pas plus mal parce que ça fait quand même des années que le nombre explose. 600 000 biens sur Airbnb
en 2021, 750 000 en 2023. C'est une croissance qui est juste dinguissime, hein, les amis. OK ? Alors, fixer des quotas sur les nouvelles autorisations temporaires du changement d'usage de location meublée, ça c'est toujours pareil. En fait, tu pourras avoir des quotas un peu comme à Paris, comme machin, mais franchement, ça change rien. Et t'imagines le temps que ce soit mis en place, tout ça, c'est méga long quoi qu'il arrive. Donc, on a encore des fenêtres de tir énormes pour s'imposer, pour être là avec nos appartements, pour prendre des appartements qui ont d'ores et déjà soit ces autorisations, soit qui sont déjà enregistrés en mairie, en gestion avec des conciergeries. Et en fait, c'est génial. Et demain, si au lieu de 750, on passe qu'à 800 000 en 2024 ou en 2025 sur Airbnb, bah, c'est gigantesque en fait. Le nombre d'apparts, il est dingue. Ensuite, délimiter au sein du plan local d'urbanisme des secteurs où les nouvelles constructions seront exclusivement dévoluées à la résidence principale. Bon, bah ça pareil, tu vas avoir des villes, des grandes villes dans lesquelles c'est des zones tendues qui vont dire, bah ici, il pourra y avoir que des zones de résidence, enfin, il pourra y avoir par exemple que des résidences principales. Et bah, c'est pas plus mal. De toute façon, là aujourd'hui, ils ont un problème de neuf. Il faut déjà qu'ils construisent du neuf avant de penser à ce type de choses. Et pareil, toutes les mairies appliqueront pas ce genre de choses. Donc voilà. Alors là, ce qui est marrant, c'est que dans cet article, en plus, ils nous ont mis tout ça et ils ont oublié des choses en fait importantes, d'accord? Parce qu'en gros, ils parlaient pas que de ça. Ils parlaient aussi du DPE, d'accord? Le DPE obligatoire. Le DPE, une rigolade ce qu'ils ont passé. En réalité, ils disaient, parce que c'est vrai que c'était un truc de fou, c'est qu'en gros, tu voulais louer à l'année ton bien et le DPE, on s'en fout, d'accord? Enfin, excuse-moi, tu voulais louer. Et le DPE, bah, c'est quoi? C'est tout simplement le fait, tu sais, c'est le fait de ne pas pouvoir louer à l'année. C'est-à-dire quand tu veux louer à l'année ton bien, eh ben, il faut que tu rentres dans une certaine classe énergétique. D'accord? Si vous voulez que je fasse une vidéo sur le DPE, vous me dites, je vous ferai ça avec plaisir. Mais en gros, tu as une certaine classe énergétique dans laquelle ton bien doit rentrer. Et résultat, qu'est-ce que ça donnait? Eh bien, quand on était en Airbnb, on n'avait pas besoin d'avoir ce DPE. Et forcément, bah, évidemment, ils ont trouvé ça pas cool. Et en réalité, moi, je peux comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu fais une passoire énergétique énorme, c'est-à-dire que tu réisoles même pas ton bien et tu peux le mettre sur Airbnb, tu t'en fous et en plus, tu gagnes plus d'argent que les autres qui vont s'être embêtés à faire à l'année, etc. C'est juste une justice. Mais en vrai, ce qu'ils ont fait, le DPE obligatoire, d'accord, eh bien, c'est tout simplement que on a jusqu'à 2034, accroche-toi bien. Alors là, je pense qu'il y a des députés qui ont fait modifier ça comme il faut parce qu'ils se sont dit, j'ai pas envie de m'embêter avec mes Airbnb à faire quoi que ce soit. Parce qu'on a 10 ans, ça rentrera en vigueur qu'en 2034. T'imagines le nombre de présidents, de nouveaux présidents qu'il y aura eu, le nombre de nouveaux gouvernements qu'il y aura eu entre deux. Bref, ça se trouve, ça rentrera même jamais en vigueur, on n'en sait rien, mais en tout cas, on en a jusqu'à 2034. Alors, une chose vraiment importante également, regarde, c'est ce qu'il y a de marqué ici, d'accord? D'ailleurs, plus bas, ouais, en fait, j'avais pas fait attention, ils avaient bien parlé du DPE, mais tu vois, eux, c'est énorme, ils l'ont mis en rouge, comme le truc méga grave, voilà, mais ouais, tu le vois bien, le 1er janvier 2034, d'accord? Le texte de loi rend non seulement le DPE obligatoire pour les locations de courte durée, mais impose aussi une étiquette énergétique classée D à minima pour les 1er janvier 2034, donc voilà, on a le temps, on a 10 ans devant nous. Mais concrètement, regarde, c'est ici, ce deuxième point en rouge, la proposition de loi va poursuivre son parcours législatif avec l'examen de la commission mixte paritaire, prévu le 24 juin. Donc en fait, ça veut dire que c'est toujours pas fini de voter. Donc ils ont déjà raboté énormément le texte. Et en plus, le 24 juin, ça va être rediscuté. Et encore, je sais même pas si ça va être rediscuté parce que, je sais pas si tu as vu, mais Emmanuel Macron, ce week-end ou la semaine dernière, je sais plus exactement, mais en tout cas, a dissous l'Assemblée. Ça veut dire que il va changer les députés. Et résultat, quand tu dissous l'Assemblée, je pense que la commission mixte parlementaire va mettre beaucoup plus de temps que le 24 juin à se réunir pour reparler de ça. Et peut-être que même ils recouperont encore dans tout ça. Donc tu vois, si tu prends tout ça, il n'y a vraiment pas de violence. Et justement, moi, je voudrais juste t'attirer ton attention. Si aujourd'hui, tu es loueur, juste sur une chose qu'on a parlé tout à l'heure, d'accord, c'est, ou même si tu conseilles des loueurs, parce que par exemple, tu as une conciergerie ou des choses comme ça, les amis, le réel, d'accord, le réel, faites ça, en fait, tout simplement. Le réel, c'est magique. Le réel, c'est, d'accord, je vous le redonne, c'est, l'amortissement du bien. La déduction, d'accord, déduction de tout ce qui touche à la location. Donc, ça veut dire que, par exemple, tu as acheté un bien, 200 000 euros, ça veut dire que déjà,
juste le fait que tu l'aies payé, ou si tu l'as fait dans le passé, alors le mieux c'est de le faire quand tu viens de démarrer, d'accord? Parce qu'en plus tu peux déduire tes frais de notaire, tu peux déduire tout ce que tu ne peux jamais déduire quand tu es en nu, d'accord? En meublé, tu peux déduire tout ça. On te laisse déduire tout ce qui va autour, hein, tu vois. À la limite, même tu gères ton Airbnb, tu as besoin d'un forfait de téléphone, pourquoi pas le passer à l'intérieur? Tout est possible en fait, hein, du moment que c'est vraiment très logique, hein, que ça sert vraiment à ça et à pas à d'autres choses, ou ça peut être un pourcentage en fait, tout simplement, d'accord? Donc amortissement du bien, déduction de tout ce qui touche à la location, et même si tu le fais en cours de route, c'est-à-dire si auparavant tu faisais le 50% ou etc. Tu sais, comme ce à quoi ils ont touché un petit peu cette année, et que tu te dis bah oui, en fait je vais finir par rentrer dans le monde des gens intelligents qui font du réel et qui du coup payent très peu d'impôts. Et bah si tu fais ce choix-là, eh bien tu peux prendre le prix actuel que vaut ton bien et l'amortir. Ça veut dire que si par exemple aujourd'hui il vaut 200 000 euros, ou si tu l'as acheté 200 000 euros il y a moins d'un an, d'accord, bah en gros, c'est à peu près 8 000 balles par an. C'est-à-dire que tu démarres l'année déjà à moins 8 000. Et ça marche que tu sois en meublé à l'année, d'accord, que tu es un locataire à l'année, ou que tu sois en Airbnb, d'accord. Tu démarres à moins 8 000 et en plus, tu vas déduire tout ce qui touche à la location. Si tu viens d'acheter, tu vas même déduire les frais de notaire, tout. Donc, ça fait quoi? Ça fait que tu payes pas d'impôts déjà pendant des années quand tu viens d'acheter, et éventuellement, tu payes très peu d'impôts, eh bien, après ce moment-là, parce qu'il y a des déductions énormes chaque année. Bref, si tu as envie que j'aille plus loin là-dessus, tu me le diras. En tout cas, j'espère, mettez-moi dans les commentaires si cette mise à jour, ça vous a, voilà, si ça vous a plu, si vous voulez que je fasse comment dire, des précisions sur certains points, eh ben, n'hésitez pas, et surtout, n'oubliez pas de faire péter le pouce, de vous abonner à cette chaîne pour d'autres, eh bien, choses comme celle-ci. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. À très bientôt.